nous allons passer au deuxième symposium sponsoré par l'industrie. Et ces symposiums ne doivent pas être négligés parce qu'ils recueillent souvent, toujours, d'excellents orateurs qui souvent interviennent d'ailleurs par ailleurs dans le programme. Le symposium qui va démarrer là maintenant est sponsoré par Indivior et regroupe un certain nombre de présentateurs que je vais présenter. D'abord, oui, quelques éléments. Donc, je m'appelle Marc-Aurélien Combes, je préside cette session. Mes disclosures. Et donc, les personnes qui vont intervenir. Ce symposium est centré sur à la fois des données de recherche et puis la traduction pour la pratique. Il regroupe donc trois intervenants imminents. Marc Greenwald, qui est professeur de psychiatrie et de neurosciences comportementales dans le Michigan, à Détroit, où il est en charge d'une équipe de recherche extrêmement importante qui est avec un intérêt particulier pour la recherche de biomarqueurs. Il nous présentera des données qui vont dans ce sens. Ensuite, nous avons le docteur Fuchsia-Serre, qui est un chercheur à temps plein à l'Université de Bordeaux, que j'ai eu la chance de pouvoir recruter il y a une dizaine d'années, et qui a introduit dans le champ des addictions une méthode apportée à Bordeaux par Joël Swansen et qui permet d'étudier les expériences individuelles, et elle présentera quelques-uns de ces données. Et puis, last but not least, and I want to say this in English because it is very emotional for me, I'm very proud that we have Professor Melina Fatseas. Professor Melina Fatseas has been a long-time collaborator over the past 20 years, and now since a month, since September of this year, she is a full-time tenured professor of addiction medicine and flying with her own wings, which makes me very proud of her achievement and also sad about that. Merci. Et donc, pour ne pas perdre de temps, donc les objectifs, c'est des données de recherche et la traduction pour la pratique clinique. Le programme, je passe rapidement, chaque intervention une petite vingtaine de minutes et on a l'espoir, souvent déçu, qu'à la fin, on pourra avoir du temps pour les questions. Ça dépendra de la gestion de votre envie de nourriture. Quelques éléments de sécurité que le sponsor de ce symposium satellite me demande de vous rappeler. Il n'est pas prévu qu'il y ait de tests d'alarme incendie pendant la session. Donc, si vous entendez l'alarme incendie, il faut partir et repérer donc les lieux de secours. Pensez à mettre vos téléphones sous forme vibreur. Et puis, à la fin surtout, c'est très important, il y a une fiche d'évaluation et pensez à mettre votre opinion et surtout des éléments critiques pour permettre d'améliorer ce genre d'intervention. Et sans plus attendre, without waiting further, Mark, please. Bonjour. So today I will speak with you about the neuropharmacological foundation of opioid use disorder treatment, and I have disclosures. I'm a consultant for Indivior and for two other smaller companies based in the US regarding the development of addiction medicines, and my work has been funded for many years by the National Institute on Drug Abuse. So my goals today are to discuss with you the interaction of the opioid receptor system in the cycle of addiction and to discuss the foundational studies that we conducted going back a number of years that describe the effects of buprenorphine dose as well as time since dose on the effects in opioid use disorder patients, and to discuss the relationship between opioid receptor occupancy and the plasma concentrations of buprenorphine, and to conclude with the science-based conclusion that
we really need to achieve a certain threshold of dosing to really change the game in treatment of opioid use disorder, specifically to achieve at least 70% mu-opioid receptor occupancy and at least 2 nanograms per milliliter plasma concentrations. So I'll give you the data that support that conclusion. So first, just a very brief overview that there are 3 fundamental drivers of the opioid addiction cycle. One is drug liking, which we define typically subjectively as a positive response, and this has been shown in studies to be a close correlate of the propensity to continue taking opioids and other drugs of abuse. And this really reflects the fundamental process of positive reinforcement of behavior, that if you like it, you want to take it again. The second driver is withdrawal. As opioid use escalates and individual becomes physically dependent, opioid withdrawal drives further drug use, really just to prevent the distressing effects of abstinence, and this is what we refer to as negative reinforcement. And craving is the third driver, and that can go along either with positive reinforcement or negative reinforcement, but it is this fundamental desire, intense wanting for drugs. So the opioid receptor system plays a natural role in the brain physiology in our daily life, independent of addiction. It has important features in our response to environmental stimulation. Often we get the release of endogenous opioids, things like endorphins, in response to positive life events, but also to challenging life events, stressors, and so forth. And so the receptors then are already exerting baseline effects on function. The mu-opioid receptors are responsible for the euphoric effects of opioids once individuals begin using. And as use escalates, what we see is that there are adaptations to mu-opioid receptors that are associated with the development of tolerance. And as that process develops and individuals then become physically dependent, that increased signaling in the mu-opioid receptor system is also associated with an increased drive in the kappa system, especially in brain regions such as the amygdala, bed nucleus of the stria terminalis, habenula, and dorsal raphe nucleus, whereas the positive reinforcing effects with mu receptors are associated with the ventral tegmental area and the nucleus accumbens. And so what you get then is increased dysphoria, stress reactivity, anxiety, and this is part of that negative reinforcement process. Together, we know that there's ultimately associated with craving this preoccupation, this anticipation of drug use associated with cues and stress, and that this can drive effects in the hippocampus, which is associated with contextual memory, as well as planning and executive control in the frontal cortex of the brain. We know less about delta opioid receptors and their function, although they are involved in anxiety and mood states. So all of these things become corrupted or hijacked as part of chronic opioid use, and we have a new brain. We reach a new set point of homeostasis in the cycle of addiction. As I said, endorphins are the natural ligands for mu-opioid receptors, and I'm going to focus on mu-opioid receptors from here on out. Of course, we have many exogenous ligands, drugs, that bind at these mu-opioid receptors. We have full agonists, such as methadone, heroin, fentanyl. We have partial agonists, including buprenorphine, nalbuphine, butorphanol. And we, of course, have antagonists that as you increase the dose, you get no receptor activation. These are drugs like naltrexone, naloxone, nalmefene. And what you can see here is kind of what your brain would look like if we were to image the opioid receptors in its natural state in the absence of any drug. And you can see the thalamus here. This has the highest concentrations of mu-opioid receptors. It's involved in pain and sensory processing. In the caudate putamen, in the amygdala, throughout the cingulate cortex. Very few opioid receptors in the occipital cortex of the brain, and we use that as a control region, as I will describe momentarily. So buprenorphine, to focus here,
is a partial agonist at mu-opioid receptors. So this is an in vitro study in which buprenorphine was applied in a tissue bath, and what we do is we measure the ability of buprenorphine to activate different subtypes of receptors, either mu, kappa, delta, or an opioid-like receptor called nociceptin, across an extremely wide dose range. And what you can see is that in blue, as the concentration increases, mu receptors are activated up to a point, and they reach a ceiling. This is a partial agonist effect. Across that same dose range and even higher, you see that kappa receptors and delta receptors are not significantly activated. That means they're having antagonist effects at that receptor, and that at concentrations roughly 3,500 times higher, 3.5 log units, we finally get activation of nociceptin receptors. Now, of course, clinically, we don't have a dose range of buprenorphine that spans 3,500 times. So at clinically relevant concentrations, the therapeutic effects of buprenorphine are solely due, as we know it today, to partial mu-opioid receptor activation. So I want to transition into describing our studies. We use a technique known as positron emission tomography, or PET imaging, in combination with a very elegant radio tracer known as carbon-11 carfentanil, which is highly selective and potent and binds with great affinity at mu-opioid receptors. It's the gold standard for doing this kind of imaging. And what we do, just to give you a very brief overview, is to administer carfentanil as an infusion followed by a bolus dose to maintain equilibrium or steady state concentration so we can image in a very reliable and valid manner. After a certain dose of buprenorphine is on board. And then what we're doing is essentially looking at the relative binding of buprenorphine in competition with carfentanil to access mu-opioid receptors, the extent to which the brain does not have any buprenorphine in it, then carfentanil will bind to those receptors and light it up and produce this sort of image. So this is in the absence of buprenorphine. That's the same picture I showed you earlier. And receptor occupancy is maybe an easier, more intuitive term, but due to technical limitations of PET imaging, what we purists refer to receptor availability, which is the inverse term. It's the complement. And so if more receptors are available, fewer are occupied, and vice versa. So in our first study, we really wanted to establish for the first time in humans the relationship between buprenorphine dose and mu-opioid receptor occupancy or availability. What we did, very briefly, is to stabilize individuals on 4 different descending doses. So each individual participated in the entire 10-week protocol, 70 days, and they were first stabilized on 32 milligrams. Each circle is an individual day, consecutive day in the protocol. This open circles are outpatient days, the closed circles are inpatient days, and they were always admitted on a Monday through Friday. On Monday, we challenged them at each dose with a high dose, 24 milligrams of intramuscular hydromorphone, to see whether the concentration of buprenorphine at that time was associated with the blockade of that effect, whether it served as a deterrent to experiencing the liking effects. We then took a day to collect serial blood samples for pharmacokinetic analysis. We measured withdrawal, craving, agonist symptoms on buprenorphine. And then on Friday, we took them over to the PET scanner and did the carfentanil PET scans. And we repeated this 4 different times at 32 milligrams, and this was all done under double-blind conditions. Then we lowered the dose to 16 milligrams, repeated those same procedures, then to 2 milligrams, and then to 0, or placebo. Importantly, what I'm going to describe to you next, please be aware that when we compute mu-opioid receptor occupancy, we have to have this baseline condition in the absence of buprenorphine for an effective control. So I'll show you the percentage of receptors occupied. It will be 2 milligrams versus 0 milligrams,
16 milligrams versus 0 milligrams, and 32 milligrams versus 0 milligrams. The most important takeaway point here is that we see in the overall group, a dose-dependent decrease in mu receptor availability as a function of buprenorphine dose. So at 32 milligrams, we see that most receptors, about 95% of them, are occupied. We have 7 different regions of interest that we specified in advance: in the prefrontal cortex, anterior cingulate cortex, in the striatum, thalamus, amygdala. At 16 milligrams, there was slightly less availability, about 85 to 90%, depending on the region of interest. In the study, we did not do 8 milligrams, but you can see with these sigmoidal curve plots, which are traditional in pharmacology, that we can estimate what the binding would have been at 8 milligrams. And at 2 milligrams is the percentage of receptors occupied there. And this is a representative subject's data here. When 32 milligrams is on board, carfentanil does not bind to receptors. There's no statistical difference when you're at 16 milligrams. You can see receptors start to light up. Carfentanil, or think of any other opioid, can now bind more avidly to these receptors. And at 0 milligrams, we have the picture I showed you earlier. And if you look at individual subjects who completed this protocol, these are extremely difficult protocols to do technically, we see even at the individual subject level very consistent results. There's 3 main takeaway points here. First, for each individual, each line is 1 participant, and these panels are 4 different brain regions that we looked at, just to show you things. So this is at the very basic unit level of analysis. Everybody shows a dose-response curve. That's point number 1. Point number 2, you see no significant difference in binding between 32 milligrams and 16 milligrams. A very slight difference, but not statistically significant and not likely to be highly clinically different. And then the third point is that at the 2 milligram dose, you see about a 3 to 3.5-fold variation in mu-opioid receptor occupancy across subjects, and that's true regardless of the region you look in. So there's more interpatient heterogeneity. Also at the individual subject level, we looked at what clinical signs or symptoms might be most closely allied with mu receptor occupancy, and it turned out that we had significant correlations among several of our measures, but withdrawal symptoms showed the tightest correlation at the individual subject level. And so these are individual curve fits, and in each plot, say for this participant here, 5316, this is that person's 32 milligram dose, their 16 milligram dose, their 2 milligram dose, and their 0 milligram dose. So when they're on placebo, more receptors are available, that is, fewer are occupied, and that's associated with clinically significant levels of withdrawal. On this particular outcome scale, anything greater than 10, people start to become distressed and report this. We also challenged with hydromorphone, as I mentioned earlier, and what we saw when we measured symptoms pre to post hydromorphone, we were looking for the extent of opioid blockade. Our goal over here on the right panel is to make that bar very small. So when they were on 32 milligrams or 16 milligrams, we showed opioid blockade, a very small response to hydromorphone, not statistically different from one another, and each of these bars was significantly different from the hydromorphone response when they were maintained on 2 milligrams or placebo, and 2 milligrams did not provide any opioid blockade advantage over placebo. So it wasn't providing that kind of clinical protection that you would want. In our second study, we used similar methods, so I'm not going to go back over that, just to say that based on the results of the first study, we then stabilized individuals on 16 milligrams daily, initially as outpatients, and then we admitted them to an inpatient unit where if they had been using any drugs, we washed that out. We did a 24-hour pharmacokinetic analysis, and then half of the subjects, there were 10 in this study, about half of the subjects got PET scans on the first week,
And these were scheduled on consecutive days at 24-hour intervals. So in the first study, we scanned at 4 hours after the 16 milligram dose, and we replicated that condition right here. So the very first scan was 4 hours after 16 milligrams, and then at 24-hour intervals, that would be 28, 52, and 76 hours after the last active dose. What we did is we substituted placebo doses of buprenorphine, again under double-blind conditions. And we measured symptom reports and plasma levels at the same time. Now, we had to do the hydromorphone challenges to look at opioid blockade on a separate week, because you can't introduce hydromorphone while you're doing the PET scans, because that's another exogenous ligand that's also competing for the mu-opioid receptor, along with carfentanil and buprenorphine. So that would invalidate the results. So we had to restabilize individuals. And then on the other week, for those subjects who got PET first, we then did the hydromorphone challenges. The other half of the subjects had hydromorphone first, and then on the other week after restabilization got the PET scans. And each hydromorphone challenge was done as a cumulative dosing study. We gave them at intervals 0, 6, 6, and 12 milligrams, accumulating to 0, 6, 12, and 24. So we'll just focus on the cumulative dosing at 24 milligrams. And what we see is that mu receptor availability increases over time after buprenorphine administration, regardless of which region of interest you're looking at. We saw dose-dependent increases, regardless of the region. We see time-dependent increases, regardless of the region. Again, this is a representative subject, 4 hours after 16 milligrams. The brain is indifferent to carfentanil because buprenorphine is already there in high concentrations, blocking the access of the carfentanil to those receptors. And then as time, since buprenorphine increases, more receptors become available, fewer are occupied. When we look at our pharmacokinetic data, very lawful curves within the 24-hour time period, and at 4, 28, 52, and 76 hours, those concentrations of buprenorphine are highly correlated, especially with an exponential function fit, with the mu-opioid receptor availability across all regions of interest. I'm almost done. This curve right here is what I just showed you on the last slide. To saturate all receptors, you would have to have very high plasma levels, over 10 nanograms per milliliter of buprenorphine. As more receptors become available, so these are the data for withdrawal symptoms, for instance, at 4 hours, 28 hours, 52, and 76, the average in the entire sample, you see a time-related increase in withdrawal symptoms. It's highly significant. And you see with the hydromorphone challenge data, the degree to which there's a change in symptoms in response to hydromorphone represents the lack of opioid blockade. That's an undesirable effect. And so with time since buprenorphine, more withdrawal, less opioid blockade. So when you consider all of the data together, all the symptoms and how it relates to the receptor availability, we come to this summary here showing, and I'm going to just run right to here, that with withdrawal suppression, you need a minimum threshold of 50% receptors occupied to be able to suppress withdrawal. Historically, we think that's been associated with dosing of around 8 milligrams a day. Okay, so that's enough to do withdrawal suppression, but it's not good enough for other types of effects, specifically blockade of the opioid euphoric effects. We need a higher dosing threshold to be able to achieve this clinically desirable opioid blockade effect, and our estimates are that we need about at least 70% of mu-opioid receptors occupied to achieve that higher threshold that will produce a deterrent effect to continuing use and to break the cycle of addiction. And to summarize in one slide, we've seen that mu-opioid receptors occupancy is dose-dependent, it's time-dependent, and that optimal dosing is going to be really critical for achieving this clinically desired threshold of receptor occupancy. Receptor occupancy correlates very closely with plasma levels. We can
construct very tight functions at the individual subject level to show this. And that 2 nanograms per milliliter concentration of buprenorphine in the plasma is associated with this higher threshold of at least 70% mu receptor occupancy. And finally, that maintaining this therapeutic threshold is critical to addressing the three drivers of the cycle of addiction: craving, liking, and withdrawal. And so we want to target these higher thresholds because underdosing has adverse consequences in terms of allowing individuals to continue use. So with that, I will stop and pass it on to the next individual. Thank you, Mark. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on a vu là, on était à l'intérieur du cerveau et maintenant, on va passer à des recherches où on regarde les effets distaux du cerveau et qu'est-ce que la recherche peut donner. L'autre élément que je voudrais resignaler pour les gens qui sont arrivés en retard, on est dans un symposium satellite sponsoré par le laboratoire Indivior, qui veut être sûr que personne n'oublie cette information. Mais l'autre élément que je me dois de rappeler à chacun, pour lever d'éventuels malentendus s'il y en avait, c'est que chaque présentateur a été responsable pour l'organisation de son exposé et de l'information qu'il donne, bien évidemment. Mais c'est important de le dire. Et donc, cette deuxième communication, où on regarde plus sur les effets, les effets du cerveau, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, avec le docteur Fuchsia-Serre. Okay. Bonjour, et merci de nous offrir l'opportunité de présenter nos données de recherche. Donc, dans ma présentation, je vais vous présenter des données issues de la cohorte Addictaki, donc en conditions naturalistes, qui nous permettent d'approcher la question du lien entre la dose de buprenorphine, le craving et la sévérité de l'addiction. Donc, tout d'abord, la cohorte Addictaki, donc cohorte Addiction Aquitaine, c'est une cohorte de patients, une cohorte prospective ouverte qui, depuis 1994, inclut des patients qui font une demande de prise en charge pour une addiction aux substances ou une addiction comportementale et qui sont recrutés au pôle addictologie du centre hospitalier Charles Perrins et au XAPA Bizia ici à Bayonne. Donc depuis 1994, plus de 4500 patients ont été inclus dans cette cohorte et à l'heure actuelle, on est sur une moyenne de 250 nouvelles inclusions par an. Les objectifs généraux de la mise en place de cette cohorte, c'est de pouvoir évaluer l'impact des traitements à moyen et long terme, de pouvoir comprendre les trajectoires des patients dans le soin et de pouvoir les prédire, notamment grâce aux caractéristiques de ces patients à l'inclusion et puis des caractéristiques multiples, de pouvoir comparer ces caractéristiques selon le type d'addiction, selon la demande de prise en charge, et puis à long terme, de mieux comprendre l'addiction, son traitement, et donc de mieux intervenir. Rapidement, la méthode d'évaluation dans cette cohorte. Donc, les sujets sont évalués à l'inclusion, puis à 3 mois, à 6 mois, et ensuite tous les 6 mois, et ce, indépendamment de leur statut dans le soin. À chaque visite, ils vont être évalués par différents questionnaires. Premièrement, l'ASI pour Addiction Severity Index, qui est un entretien qui permet de recueillir des informations dans différents domaines pour établir un profil de sévérité du patient dans différents domaines qui peuvent être impactés par son addiction et par l'usage, notamment des informations sur la sévérité au niveau médical, psychiatrique, les relations familiales et sociales, etc. Et puis bien sûr l'usage de substances, les addictions comportementales et l'historique de traitement. L'ASI est systématiquement couplé avec un dosage urinaire pour détecter la présence de substances. Et depuis 2012, on a mis en place une évaluation systématique du craving sur les 30 derniers jours, à la fois la fréquence, c'est-à-dire le nombre de jours de craving sur les 30 derniers jours, et puis l'intensité. Vont s'ajouter d'autres questionnaires pour compléter le bilan, notamment le MINI qui permet de poser les diagnostics des troubles psychiatriques de l'axe 1 du DSM,
Et puis tout un tas d'autres questionnaires, notamment des auto-questionnaires, par exemple la NHP qui permet de mesurer la qualité de vie, etc. La première étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui s'est intéressée au devenir à 1 an des patients qui sont pris en charge pour leur addiction aux opiacés. Donc pour cette étude, on avait sélectionné les patients qui avaient débuté un traitement à l'inclusion soit par buprenorphine, soit par méthadone, et on avait évalué les caractéristiques à l'inclusion et décrit l'évolution de ces patients donc en conditions naturalistes, hein, dans la cohorte Addictaki. Et on a également comparé les caractéristiques et l'évolution selon le traitement, c'est-à-dire entre buprenorphine et méthadone. Je vais passer rapidement sur la description parce qu'il y a une autre présentation et un poster qui sont affichés également. Rapidement, donc on avait 173 patients dans le groupe méthadone, 110 dans le groupe buprenorphine. À l'inclusion, les deux groupes étaient très similaires en termes de caractéristiques sociodémographiques, comorbidité, sévérité ASI, qualité de vie. On notait une différence au niveau des consommations avec le groupe buprenorphine qui avait moins d'usage au niveau vie entière d'héroïne, mais plus d'usage d'alcool sur les 30 derniers jours. À 1 an, les patients évalués étaient pour la majorité toujours en traitement. La dose moyenne de buprenorphine était de 14,5 mg et pour la méthadone 89,5 mg. Et on note à 1 an une diminution significative du nombre d'usagers d'opiacés, du nombre de jours de consommation d'opiacés et une amélioration significative dans la plupart des domaines mesurés par l'ASI, donc de la sévérité de l'addiction, et également une amélioration significative de la qualité de vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette amélioration de la sévérité de l'addiction qui est mesurée ici par le score composite ici dans la partie substance n'est pas associée à l'année d'inclusion, parce qu'on a des patients qui sont inclus entre 1994 et 2015, hein, donc ça représente une période assez longue. Cette amélioration de la sévérité de l'addiction, elle n'est pas non plus dépendante du nombre de traitements antérieurs. En revanche, on voit un effet de la dose uniquement dans le groupe buprenorphine. En fait, on s'aperçoit que une dose plus forte de buprenorphine est donnée aux patients qui se sont le moins améliorés pendant la première année. On voit également que cette amélioration de la sévérité est associée à la sévérité à l'inclusion, et les plus sévères sont ceux qui vont s'améliorer le plus, certainement parce qu'ils ont une marge de progression plus importante. Quand on compare les groupes selon le traitement, on voit une amélioration significative dans les deux groupes et pas d'effet groupe en ce qui concerne la diminution très significative du nombre d'usagers d'héroïne, d'autres opiacés, du nombre de jours d'usage et également pas de différence selon sur l'évolution des scores composites dans les domaines substances, situation légale et état psychiatrique. On remarque en revanche qu'une amélioration significative uniquement dans le groupe buprenorphine pour la consommation d'alcool, de benzodiazépine et de cocaïne, qui n'était pas significative dans le groupe méthadone, et puis une amélioration au niveau qui se répercute au niveau des scores composites de l'AICI, toujours dans le domaine alcool et dans la partie relations familiales et sociales. Donc ce qu'on voit ici dans cette première étude, c'est que la buprenorphine est un traitement qui est en conditions naturalistes efficace pour améliorer la sévérité de l'addiction, améliorer la qualité de vie et diminuer l'usage. Donc on s'est ensuite posé la question de savoir comment agit la buprenorphine, par quel mécanisme elle va diminuer l'usage et est-ce que ce serait par l'intermédiaire du craving. Donc le craving, on en a déjà parlé, hein, c'est une envie irrépressible, un désir persistant de faire usage alors qu'on ne le souhaite pas. C'est maintenant reconnu comme une composante centrale de l'addiction qui permet de comprendre la perte de contrôle des patients. Et de nombreuses études mettent en évidence son implication dans les processus de rechute. Je vous ai illustré dans cette diapositive des données issues de la littérature sur le lien craving-rechute, spécifiquement dans des populations de patients traités pour une addiction aux opiacés, mais c'est des résultats qu'on retrouve pour d'autres addictions. Par exemple, dans cette première étude publiée en 2015, parmi des patients traités par méthadone, en fait, les patients étaient soumis à une session expérimentale au cours de laquelle on leur présentait des stimuli associés à l'héroïne, et puis on mesurait leur réactivité pendant cette session, et on les revoyait à 3 mois. À 3 mois, ils observent que les patients qui ont rechuté
étaient ceux qui avaient présenté le plus de craving face aux cues, donc les stimuli associés à l'héroïne, lors de la session expérimentale quand on les compare aux non-rechuteurs. Donc ça va dans le sens de cette réactivité et cette augmentation de craving serait prédictive finalement de la rechute à 3 mois. On a d'autres études sur des temps un peu plus courts. Donc, par exemple, cette étude de 2014, parmi des patients traités par buprenorphine, les patients étaient suivis pendant 3 mois et vus toutes les 2 semaines. Et ils mettent en évidence qu'une augmentation du craving à un moment donné dans le suivi est associée à plus d'usage d'opiacés au cours de l'évaluation suivante, qui représente du coup les 2 semaines suivantes. On retrouve les mêmes résultats dans une autre étude de 2014. Cette fois-ci, les patients étaient suivis toutes les semaines. C'était des patients qui étaient traités pour l'usage d'opiacés prescrits. Et on voit également donc, une augmentation de craving associée à plus d'usage lors de la semaine suivante. Et enfin, une autre étude qui utilise des modèles qui permettent de catégoriser, grouper les patients en fonction de leur trajectoire au niveau du craving au cours du suivi, au niveau leur trajectoire au niveau du craving, des symptômes de sevrage et au bout de combien de temps ils vont rechuter. Et on s'aperçoit que les groupes de patients qui présentent la plus grande sévérité de craving à l'inclusion et ceux qui présentent la plus faible sévérité de craving à l'inclusion et ceux qui présentent la plus grande diminution de craving au cours du suivi sont ceux qui vont rester abstinents le plus longtemps. Donc là, toutes ces données vont dans le sens du lien entre craving et rechute, plus de craving, plus de rechute. Donc si on le représente graphiquement, ça sera après. Donc là, c'est des données issues de notre cohorte. On a étudié ce lien entre craving et rechute dans à la fois des conditions de laboratoire et également avec des études observationnelles. En laboratoire, on a réalisé une étude où un peu à l'image de l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, les patients, c'était des patients qui étaient suivis et stabilisés sous traitement buprenorphine et méthadone depuis un moment, et on leur proposait une séance expérimentale au cours de laquelle on leur présentait des stimuli associés à l'héroïne, on mesurait leur réactivité et on les suivait pendant 3 mois, on les voyait 1 fois par mois pendant 3 mois. Et on met en évidence que, de la même façon que tout à l'heure, les patients qui rechutent au cours de ces 3 mois sont ceux qui ont présenté le plus de réactivité représentée ici sur cette diapositive par les effets agonistes. Donc les rechuteurs vont être ceux qui ont présenté la plus forte réactivité au cours de la session expérimentale 3 mois avant. On a également exploré ce lien en vie quotidienne, donc avec la méthode EMA. Donc EMA, c'est Ecological Momentary Assessment. C'est une méthode qui utilise des smartphones pour proposer des questionnaires répétés plusieurs fois par jour aux patients pendant plusieurs jours et qui va permettre de mettre en lien ce qui se passe dans la vie de tous les jours des patients et de regarder ce qui se passe à quelques heures d'intervalle. Ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'une augmentation de craving à un temps donné va être associée à une plus forte probabilité de faire usage au cours de l'évaluation suivante, donc en moyenne 3-4 heures après. Voilà, donc à la fois dans la littérature et dans notre cohorte, on observe ce lien entre craving et usage. Donc voilà, si on le représente graphiquement, plus de craving est associé à plus d'usage et d'un point de vue thérapeutique, c'est intéressant aussi de se dire que finalement, si on agit sur le craving, qu'on arrive à diminuer le craving, ça permet d'obtenir moins d'usage. D'où l'intérêt de pouvoir ensuite se focaliser sur la relation entre dose de buprenorphine et craving. Donc, dans la littérature, ce qu'on observe au niveau des études, premièrement, cette étude met en évidence que, comparé à un placebo, la buprenorphine permet d'obtenir une diminution significative du craving, que cet effet serait dose dépendant. Là, voilà plusieurs doses de buprenorphine qui ont pu être testées. Dans notre cohorte, on a essayé d'approcher cette question de relation entre dose et sévérité et dose et craving de plusieurs façons. On a premièrement réalisé une série d'analyses interindividuelles, donc on a comparé les individus entre eux. À 1 an, on s'aperçoit que les patients qui, à 1 an, ont la dose la plus élevée, c'est d'une part ceux qui consomment encore de l'héroïne, ceux qui étaient les plus sévères à l'inclusion et
ceux qui présentent encore une sévérité importante. Donc, c'est représenté sur ce graphique. On voit ici une corrélation entre la sévérité de l'addiction telle que mesurée par l'AICI, le score composite substance de l'AICI, et la dose de buprenorphine à 12 mois, et on voit une corrélation. J'ai également représenté de façon catégorielle avec ici donc, les patients qui reçoivent plus de 16 mg, ceux qui reçoivent moins de 8 mg et les doses intermédiaires, et on voit que, ceux qui reçoivent plus de 16 mg sont en fait significativement plus sévères, c'est-à-dire finalement on prescrit aux patients les doses les plus fortes, aux patients les plus sévères à 12 mois. Et on s'est ensuite posé la question de façon différente en se demandant finalement chez un individu comment ça évolue. Quand on augmente les doses de buprenorphine, finalement comment ça impacte le craving. Donc pour ça, on a réalisé une autre série d'analyses, donc des analyses intra-individuelles. On a sélectionné dans la cohorte Addictaki ceux qui avaient un traitement buprenorphine et qui disposaient d'au moins 2 évaluations à des moments différents avec l'évaluation du craving. Donc ça, on a analysé 29 patients qui présentaient en tout 91 évaluations. Et on met en évidence dans cette analyse qu'une augmentation de la dose de buprenorphine, c'est-à-dire quand on est sur une évaluation qui présente une dose plus forte que les autres doses de ce même individu à d'autres moments, ben finalement cette évaluation, elle est associée, c'est aussi une évaluation où le patient aura moins de craving et moins d'usage d'opiacés. Voilà, donc au total, si on devait résumer un peu ce qu'on observe dans la cohorte Addictaki, on a mis en évidence que le traitement en buprenorphine était un traitement efficace en conditions naturalistes qui permettait d'observer une amélioration de la sévérité de l'addiction, de la consommation, une diminution de la consommation, une amélioration de la qualité de vie. À 1 an, les patients les plus sévères sont ceux à qui on va prescrire le traitement le plus élevé et chez un même individu, une augmentation de la dose va être couplée, corrélée à une diminution du craving, à une diminution de l'usage. Voilà. Merci, Dr Fatseas, et merci d'avoir été tout particulièrement dans les temps. Et donc, maintenant, nous allons passer à la dernière intervention par le professeur Fatseas. Donc, nous sommes partis de l'intérieur du cerveau, nous avons commencé à sortir du cerveau, et comme nous sommes à Biarritz, le professeur Fatseas va prendre sa planche de surf pour nous amener progressivement, en reprenant toutes ces études, en résumant un certain nombre d'autres études, vers la plage de la clinique pratique, quand on est avec un patient réel, comment tout cela doit se traduire. Docteur Fatseas, professeur Fatseas, pardon. Bonjour à tous. Donc, je voulais en profiter pour remercier les organisateurs du symposium de m'avoir invité, remercier Marc Auriacon par ses propos chaleureux d'introduction, peut-être rajouter que voler de ses propres ailes, finalement, quoi qu'on en pense, c'est un phénomène naturel. Et en tout cas, j'espère pouvoir continuer longuement à mettre en lumière la qualité, la richesse de l'information dont j'ai pu bénéficier à Bordeaux. Donc, je vais essayer de, effectivement, aborder un peu plus les éléments sur les implications cliniques de ce qui a pu être présenté en essayant de répondre à la question, finalement, comment traduire les données de la recherche quand on est avec le patient. Alors, avant d'aborder les éléments plus cliniques, je vais revenir de façon très brève sur une rapide synthèse des données de la recherche et des liens qui ont été présentés entre craving et usage. Comme cela a déjà donc été présenté, les données de la recherche ont permis effectivement nous ont permis de mieux comprendre les mécanismes de rechute dans l'addiction en montrant le rôle déterminant du craving dans la reprise des consommations pour les différentes addictions et notamment les opiacés. Les données expérimentales et les données en vie quotidienne, comme ça a déjà été présenté, ont montré une relation directe entre l'intensité des épisodes de craving et les consommations d'opiacés. Alors, en plus de ce lien craving-rechute, les études qui ont été menées plus particulièrement en vie quotidienne avec la méthode EMA
ont permis également de mieux comprendre la dynamique et les fluctuations temporelles des épisodes de craving, en montrant que le craving est un phénomène qui va présenter des fluctuations temporelles extrêmement rapides chez un sujet au cours d'une même journée. Et comme c'est représenté sur cette diapositive, on voit que les liens prospectifs temporels entre ces épisodes et les consommations de substances vont finalement survenir sur des périodes de temps qui vont être relativement rapides, de quelques secondes à quelques heures, suivant les épisodes de craving. En plus de cette dynamique rapide et ces variations rapides, nous savons également que le craving est un phénomène qui va être très fortement influencé par l'effet de très nombreuses variables environnementales ou émotionnelles auxquelles le sujet va être exposé au cours de la journée. Et on sait notamment dans des études relativement récentes que les phénomènes d'exposition au stress vont avoir la capacité d'induire des épisodes de craving, augmentant la vulnérabilité à la rechute dans les heures qui suivaient. Alors, j'ai pas mis... donc, c'est une étude de Preston qui date de 2018 qui a utilisé la méthode de EMA qui montre clairement cette relation. Et on a également pu montrer que l'exposition à des cues, c'est-à-dire à des stimuli antérieurement associés à la consommation de substances, en particulier des stimuli qui sont très liés aux habitudes de consommation personnelle du patient, comme le fait d'être exposé à un ami avec qui on avait l'habitude de consommer ou d'être exposé à son propre matériel de consommation, avait un effet extrêmement significatif et fort sur la capacité d'induire du craving et d'augmenter le risque de rechute. Alors, en plus de ces facteurs intrasujets, il existe également un certain nombre de facteurs individuels, de caractéristiques individuelles qui vont être des caractéristiques beaucoup plus stables que ces facteurs intrasujets et qui vont avoir la capacité de moduler la relation craving et usage en notamment augmentant l'intensité de l'expérience de craving, donc comme par exemple certains diagnostics ou certains marqueurs biologiques, notamment la réactivité au stress. Alors, on a pu montrer que l'existence d'un trouble psychiatrique, en particulier d'un trouble anxieux ou d'un trouble de l'humeur, était très clairement associée à des épisodes de craving plus intenses et à plus de vulnérabilité à la rechute comparativement aux patients sans ces troubles psychiatriques associés. Donc maintenant, on va essayer de répondre à cette question, finalement, se demander quelle peut être cette traduction de ces données en pratique clinique. Une première constatation est que quand on regarde globalement au niveau européen la prévalence des consommations de substances rapportées chez les patients traités par méthadone ou buprenorphine, on se rend compte que malgré tout, il y a environ 30% de ces sujets qui vont rapporter un usage régulier au moins une fois par semaine de substances et que en fonction des différents groupes, environ 20 à 40% rapportent la persistance de consommation d'héroïne. Donc on voit qu'on a quand même une marge de manœuvre en termes d'amélioration d'efficacité de ces traitements et donc on va essayer de voir comment essayer d'optimiser l'impact clinique de ces traitements qui sont des traitements avant tout finalement des traitements anti-craving. Alors pour répondre à cette question, on va essayer d'optimiser l'efficacité des traitements. Il y a de nombreux experts qui récemment ont émis un certain nombre de recommandations par rapport à la prescription de méthadone et buprenorphine. Ces recommandations, elles mettent l'accent sur la nécessité de cibler les traitements par méthadone buprenorphine sur la réduction du craving afin de pouvoir réduire le risque de rechute, mais également réduire le phénomène de transfert d'addiction. Si un patient maintient des niveaux de craving aux opiacés élevés, il va avoir tendance de continuer à consommer des opiacés ou de rechuter dans ses consommations d'opiacés, mais également potentiellement d'augmenter la consommation d'autres substances afin de diminuer, de soulager les envies de consommer. Alors, cette cible du craving va nécessiter dans nos pratiques cliniques que l'on puisse intégrer et mettre en place une évaluation très systématique des épisodes de craving lors de l'évaluation initiale du patient, mais également tout au long de la prise en charge avec des réévaluations récurrentes.
Il va s'agir de trouver dans cette approche d'adapter la posologie de façon suffisante, avec, comme on l'a vu, des posologies plutôt élevées. Hein, on a vu à partir de 16 mg de buprenorphine par jour pour obtenir une diminution suffisante des épisodes de craving et un effet qui va être stable et durable dans le temps. Donc on voit que l'évaluation du craving en pratique clinique va être un élément totalement essentiel si on veut renforcer ces approches-là. Et en pratique, on dispose d'outils très simples, utiles et efficaces pour cette évaluation sur le modèle finalement d'échelle mono-item, comme les échelles visuelles analogiques. Ces échelles vont nous permettre d'évaluer de manière la plus systématique possible l'intensité des épisodes de craving perçus et rapportés par le patient. Et ces échelles ont également l'intérêt de leur faisabilité et de l'acceptabilité par les patients, parce que ce sont des outils très faciles à utiliser, très facilement implantables dans les services de soins et facilement utilisables par les professionnels, et qui vont avoir l'intérêt d'être facilement répétés dans le temps aux différentes évaluations. Alors, ceci dit, à côté de cette approche centrée sur l'intensité de l'envie de consommer, il faut être conscient que le craving reste une expérience qui est finalement relativement complexe et qui va s'exprimer à travers de nombreuses dimensions. Donc le craving va avoir potentiellement une expression multidimensionnelle avec comme différentes dimensions des dimensions émotionnelles, mais également cognitives, comportementales et également physiologiques. Donc par exemple, le craving, en dehors du fait que le patient va ressentir l'envie de consommer, va également pouvoir potentiellement s'exprimer uniquement par plus de tension, plus d'irritabilité, mais également par des pensées obsédantes intrusives centrées sur le produit ou l'anticipation des effets hédoniques de la consommation d'opiacés, par des comportements de recherche de produits, l'augmentation des œufs de consommation comme on l'a vu, ou également des symptômes beaucoup plus somatiques, physiologiques, sueur, tremblement, augmentation de la fréquence cardiaque, et également des rêves de consommation qui sont souvent finalement rapportés par le patient. Finalement, le craving va s'apparenter en fait à une expérience de stress et va s'associer à souvent un certain niveau assez important de détresse émotionnelle. Il va s'agir finalement d'une expérience où le patient va être en lutte incessante contre des pensées très obsédantes, intrusives, ce qui va pouvoir s'associer à du stress, comme on l'a vu, de l'anxiété, une humeur dysphorique, voire des idées suicidaires. Donc on voit que le craving va pouvoir également s'exprimer à travers des symptômes beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus psychiatriques, avec un impact potentiel sur le fonctionnement global du sujet et sur sa qualité de vie. Et ça va être très important de pouvoir aussi prendre en compte ces éléments au début de la prise en charge et ensuite tout au long du suivi. Alors on a vu l'évaluation par le clinicien. Une autre composante importante est de pouvoir accompagner le patient à mieux percevoir ces phénomènes dans sa vie quotidienne de tous les jours, à mieux repérer finalement le craving et ses fluctuations temporelles au cours d'une même journée. Alors pour cela, on peut utiliser tout simplement des feuilles et des carnets d'observation avec papier-crayon, mais les données récentes ont également évoqué potentiellement dans l'avenir l'intérêt de technologies mobiles qui peuvent, avec des implications également en termes de prise en charge et thérapeutique, qui peuvent aider le patient à mieux monitorer plusieurs fois par jour finalement ces épisodes. Cela va être aussi important pour lui qu'il puisse repérer les déclencheurs dans son environnement de façon très personnalisée qui vont potentiellement augmenter le risque de craving et ensuite le risque de rechute. Donc on voit que tous ces éléments vont constituer des marqueurs de vulnérabilité à la rechute qui peuvent ensuite aider de manière très importante le clinicien pour ajuster à la fois sa thérapeutique anti-craving et ses prises en charge également psychothérapiques. Donc on voit qu'on est sur des marqueurs cliniques qui dépassent
qui sont plus précis et qui vont dépasser largement le cadre est-ce que le patient consomme ou est-ce qu'il ne consomme pas. Alors, comme cela a été dit, il y a clairement un effet dose dépendant. L'effet anti-craving est très directement corrélé à la dose, et donc il va s'agir ici d'adapter la posologie, de l'augmenter jusqu'à obtention d'une réduction significative du craving de façon stable et durable, et de limiter le plus possible ces variations circadiennes et ces variations temporelles. De façon associée à l'ajustement thérapeutique, il est également important d'ajuster et de renforcer l'accompagnement psychothérapie qui va permettre à la personne et au patient de mieux gérer dans la vie de tous les jours, de mieux réguler ces épisodes avec un meilleur contrôle des différents déterminants qui auront pu être identifiés. Cette diapositive est une diapositive empruntée au professeur Maurice de Mattéis et est une représentation graphique très claire de la relation entre la dose du buprenorphine et les concentrations plasmatiques de buprenorphine. Donc on voit ici que sur des posologies basses, en dessous de 16, par exemple on va dire 8 mg de buprenorphine, on va clairement avoir des variations circadiennes au niveau des concentrations plasmatiques, avec un effet de fin de dose, une diminution des concentrations en fin de journée, donc qui vont s'apparenter à des éléments de sous-dosage, avec à ce moment-là la possibilité pour le patient en fin de dose, fin de journée, début de matinée, d'expérimenter de fortes envies de consommer, et également une humeur plus dysphorique, une anxiété, une irritabilité, d'ailleurs ce qui peut le pousser et l'inciter à finalement faire des multiprises et à fractionner son traitement au cours de la journée. En revanche, si on augmente le dosage de buprenorphine autour de doses de 16 mg, ces doses plus élevées de buprenorphine vont clairement gommer les variations circadiennes, et ces effets de fin de dose et de sous-dosage ne vont plus être ressentis par le patient, ce qui va permettre d'obtenir un effet anti-craving qui va être stable, durable, et qui va vraiment avoir un impact très positif sur la stabilité clinique et le résultat clinique au long cours. Alors, par conséquent, ces doses plus élevées de buprenorphine, 16 et au-delà, dans la littérature, ont été clairement associées à une meilleure rétention en traitement, moins de perte de vue, donc moins de nombre de traitements itératifs, et donc une amélioration significative. Alors, un dernier élément qui apparaît important et qu'on a déjà évoqué, c'est le rôle de certains facteurs individuels de vulnérabilité, caractéristiques individuelles. Et on a parlé en début des troubles psychiatriques associés. Alors, il existe une étude d'Ikro Maremani qui a évalué chez des patients qui étaient traités par méthadone, qui a comparé les dosages de méthadone entre des patients avec un trouble psychiatrique et des patients sans trouble psychiatrique. Ces résultats montrent clairement que les patients avec une comorbidité psychiatrique vont nécessiter des doses de méthadone plus élevées et donc nécessiter un temps de titration finalement et un délai un peu plus long pour pouvoir obtenir vraiment un dosage optimal et efficace sur le craving. Mais de façon réciproque, il existe également un effet inverse, c'est-à-dire que des doses suffisamment élevées de traitement anti-craving vont également avoir un impact positif sur l'évolution de la symptomatologie psychiatrique et de la psychopathologie, avec un effet pour la buprenorphine qui semblerait être plus efficace sur la dimension plus thymique et potentiellement sur les idées suicidaires. Donc, on voit bien que dans le cadre de ces pathologies duelles, on va bien avoir vraiment des réactions, des relations, des interactions permanentes et des relations réciproques, avec d'un côté la nécessité finalement d'augmenter les dosages potentiellement de thérapeutiques pour avoir un effet suffisant sur la réduction du craving, en lien, on l'a vu, probablement à des niveaux d'intensité de craving plus forts, mais que si on a un dosage optimal dans ce cas-là, on aura également un bénéfice sur l'évolution et l'expression de la symptomatologie psychiatrique, ce qui paraît quand même particulièrement intéressant à réévaluer. Alors, on peut en résumer, finalement, résumer cette approche
en finalement mettant en avant l'importance de pouvoir évaluer de façon systématique, en particulier au niveau de l'évaluation initiale, les niveaux de craving et les déclencheurs du craving de manière très personnalisée chez ce patient, ces éléments devant être réévalués de manière systématique à chaque consultation, réévaluer l'exposition potentielle au cours des derniers jours du patient par rapport à un certain nombre de facteurs de risque qui ont été identifiés pour lui. Ces évaluations successives vont être des marqueurs cliniques très importants pour pouvoir proposer une adaptation thérapeutique qui donc va être ajustée et personnalisée sur ces éléments de vulnérabilité et la possibilité également de pouvoir développer de manière associée des psychothérapies ciblées pour mieux contrôler le rôle potentiellement de certains déclencheurs. Cette approche doit normalement effectivement permettre d'obtenir un effet sur le craving plus efficace, plus stable et plus durable, et potentiellement également de permettre aux cliniciens de mieux évaluer dans la durée les facteurs de vulnérabilité sous-jacents, comme par exemple les troubles psychiatriques, mais également la réactivité au stress ou par exemple la douleur ou les troubles du sommeil, qui seront plus facilement évaluables une fois que le craving a été bien contrôlé, et ce qui globalement devrait également optimiser la mise en place d'une prise en charge plus globale. Alors pour finir, je vous propose une brève vignette clinique pour illustrer ces différents aspects. Je vais vous présenter le cas d'un patient qu'on a accueilli dans le service de façon très récente, il y a quelques mois, un jeune homme de 31 ans qui était hospitalisé donc, en hospitalisation complète d'addictologie pour un trouble de l'usage d'héroïne et associé à des consommations de crack depuis 6 mois qui étaient devenues très rapidement compulsives. Dans ses antécédents, on notait essentiellement une tentative de suicide par IMV. Si on reprend un peu l'histoire et sa trajectoire sur le plan des addictions, il s'agissait donc d'un patient qui avait consommé l'héroïne, qui avait débuté des consommations d'héroïne, c'était en 2006, donc il avait 18 ans, avec très rapidement une perte de contrôle de ses consommations, un diagnostic de trouble de l'usage, une entrée au traitement assez rapide avec de la buprenorphine dès 2008, et le maintien de ce traitement jusqu'à ce qu'on le rencontre en 2019. Donc on voit qu'il avait un peu plus de 10 ans de traitement par buprenorphine. Une période d'arrêt très ponctuelle dans le cadre de son service militaire, si mon souvenir est bon, et une seule période d'arrêt plus longue entre 2016 et 2018 d'environ 1 an et demi. Sur toute cette période, en dehors de ces aspects, il maintient une consommation d'héroïne par sniff entre 1 et 3 grammes. En 2019, donc comme on l'a vu, apparition d'une perte de contrôle de consommation de crack. Et puis, parallèlement, on a depuis l'adolescence des consommations de cannabis et de tabac avec un diagnostic d'addiction associé. Quand on reprend l'histoire psychiatrique, l'existence d'un psychotrauma à l'adolescence et dans la période d'abstinence, d'arrêt des consommations d'héroïne, l'émergence très, très forte, très claire de symptômes de stress post-traumatique. On a travaillé avec le patient de manière rétrospective. Alors, ça a bien sûr des biais de l'évaluation rétrospective, mais on a, sur ces différentes périodes, essayé de faire le lien avec lui entre les fluctuations de son craving, les fluctuations de posologie de buprenorphine et les niveaux de consommation. Bien sûr, quand on a évalué le craving, on n'évaluait pas les fluctuations temporelles au cours de la journée, mais on essayait de voir finalement avec lui sur les différentes périodes de sa vie des moyennes de craving sur des échelles sur une échelle entre 0 et 10. Alors, on reprend ici, on voit que les consommations ici d'héroïne, c'est ce qu'on a pu dire initialement, ça fluctue entre 3 grammes, 1 gramme, et cette période d'abstinence ici, 2016-2018. Les posologies de buprenorphine, très clairement, il y a eu des fluctuations de posologie extrêmement nombreuses et rapides, qu'on peut expliquer par de très nombreux facteurs, des changements de prescripteurs, et puis le patient dit qu'il y avait une pression familiale souvent pour la diminution des doses, et par moment, ça c'était un effet praticien dépendant, il y avait eu 1 ou 2 praticiens qui avaient tenté avec lui, qui l'avaient un peu sollicité pour diminuer le dosage. Donc on a des dosages qui fluctuent maximum 8, minimum 2. Et parallèlement, on voit que pendant toute cette période de temps, on a un craving qui est finalement pas du tout très peu contrôlé.
des niveaux qui oscillent entre niveau d'intensité entre 6/10 et 10/10. Et il existe clairement une corrélation entre les consommations d'héroïne. Ici, on voit faible dose de buprenorphine et niveau de craving qui sont particulièrement élevés. Alors, quand on s'intéresse à cette période d'arrêt, finalement, si on s'était intéressé à l'arrêt des consommations, on s'était dit, tiens, le traitement est efficace. Mais on voit qu'on a certains marqueurs cliniques très clairs de vulnérabilité et d'efficacité limitée du traitement, puisqu'on va avoir un patient qui fractionne les doses. Et puis, à ce moment-là, on a clairement une aggravation de la symptomatologie psychiatrique avec l'émergence de symptômes de PTSD qui vont ensuite évoluer vers une rechute, consommation d'héroïne, et on a vu l'évolution vers une addiction au crack. Voilà, donc pour conclure, 3 points importants. Posologie élevée de buprenorphine à partir de 16 mg, c'est clairement corrélé à un meilleur contrôle du craving, moindre consommation d'opiacés et de polyconsommation, une meilleure rétention au traitement, et également un impact positif sur probablement l'évolution des symptômes psychiatriques et la qualité de vie. Et il est important de développer des approches d'adaptation des posologies qui vont être personnalisées au niveau d'intensité du craving, à la sévérité de l'addiction, mais qui va également prendre en compte les différents facteurs de vulnérabilité, les déclencheurs et également les facteurs, par exemple les facteurs psychiatriques. Ces éléments vont permettre d'avoir un effet anti-craving durable et stable dans le temps, d'éviter les rechutes, le transfert d'addiction et, comme on l'a déjà dit, probablement d'optimiser la qualité de notre approche globale en facilitant finalement l'évaluation des facteurs de vulnérabilité sous-jacents. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci aux 3 orateurs. Et donc maintenant, nous avons du temps pour prendre des questions. Et je vous propose de lever la main, et afin que, voilà, je vois une question là-bas, et un micro va venir vers vous. Essayez, pour les questions, essayez de faire des questions le plus opérationnalisées possible pour permettre aux orateurs de répondre. Bien, donc j'ai 2 questions rapides à vous poser. La première, j'ai été très intéressée sur la différence de l'efficacité de la buprenorphine versus la méthadone sur les co-addictions. Quand vous avez montré les résultats qu'effectivement, avec la buprenorphine, on avait une efficacité plus large en termes de réduction de consommation d'alcool, par exemple. Alors ma question est, est-ce que c'est parce qu'on a une amélioration du craving qui est beaucoup plus satisfaisante et donc du coup un moindre attrait pour les co-consommations, ou bien est-ce que c'est un effet direct de la buprenorphine sur les consommations d'alcool? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, extrêmement courte, est sur quels pourraient être nos moyens d'évaluer un craving dans le cas des personnes qui sont incarcérées, puisqu'on sait que de notre expérience, il se passe une chose assez particulière du craving pendant l'incarcération. Donc le craving est mis en veille, si on peut dire. Et par contre, il y a une flambée du craving, si on peut dire, dans les jours qui précèdent la sortie, et donc un risque majeur de rechute. Quels pourraient être les outils auxquels on pourrait penser pour évaluer le craving pendant le temps d'incarcération? Donc peut-être la première question, Dr Serre, et puis la deuxième question, ou compléter, professeur Falcias. Oui, donc vous m'entendez? Oui, oui. Donc par rapport à la première question, dans cette étude de comparaison de l'évolution des patients sous buprenorphine et méthadone, la plupart de ces patients n'avaient pas encore reçu l'évaluation sur le craving, vu que ça a été mis en place dans la cohorte assez tardivement. Donc on ne peut pas répondre directement à cette question dans ces données-là, en tout cas. Donc on voit un effet sur la consommation d'alcool sans pouvoir savoir si la diminution du craving pour l'alcool est le médiateur. Et sur un complément, ou par rapport à la question de l'incarcération et de mesurer le craving dans cette situation particulière. Vous dites que le craving est mis en veille parce que finalement il y a peut-être moins d'exposition aux facteurs environnementaux, ou... Il y a à la fois moins d'exposition, et je dirais que symboliquement, même s'il y a des produits qui circulent, symboliquement, la personne sait qu'elle se retrouve dans un milieu a priori où le produit n'est pas accessible. Même si on sait que c'est possible, en tous les cas, on n'est pas en situation naturelle. Alors, comme outil d'évaluation, moi, je dirais qu'il n'y a pas a priori d'outils plus spécifiques dans ce cadre-là. Et
et qu'on reste quand même sur le fait de réévaluer régulièrement avec le patient ces éléments-là en utilisant, je pense en particulier les échelles visuo-analogiques, si ces patients sont vus régulièrement. L'intérêt de ces échelles, c'est qu'elles ne sont pas spécifiques d'une substance et donc on peut les appliquer aux différents types d'addictions. Et puis ensuite, effectivement, il y a une flambée dans l'anticipation de la sortie et l'anticipation des situations d'exposition. Donc là, ensuite, c'est à la fois, si c'est des opiacés, l'adaptation de la thérapeutique. Hein, voilà, on est là-dessus. Et puis je pense qu'il y a aussi tous les aspects d'accompagnement relationnel sur l'anticipation avec le patient de l'ensemble de ces situations à risque. Et ça, tout l'accompagnement psychosocial, socio-éducatif, d'accompagnement, de dispositifs d'accompagnement à la sortie, de l'aménagement de l'environnement du patient qui va sortir d'incarcération, le lien avec les structures de soins me paraissent des éléments assez essentiels pour pouvoir accompagner ça. Hein. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y a à la fois effectivement l'adaptation du traitement, donc la nécessité vraiment de réévaluer, même dans ce cadre où a priori ils vont être moins exposés, et d'anticiper les situations à risque avec l'accompagnement social, je pense aussi, et l'anticipation de l'environnement. Ok, merci. Une autre question? Un petit commentaire. Merci beaucoup pour ces 3 présentations excellentes. Et effectivement, Le micro plus près, oui, peut-être. et pour compléter, on voit bien l'approche, la nécessité aujourd'hui d'une approche multidimensionnelle du patient. Et au-delà, effectivement, du craving, on voit bien que le craving lui-même est multidimensionnel. Vous avez très bien évoqué, justement, la dimension anxieuse, qui est quelque chose qui est très fréquent. Et effectivement, on voit bien l'importance d'adapter le traitement par buprenorphine ou méthadone. On voit bien, notamment, d'autant plus qu'il existe, on va dire, une problématique qui anticipait, je dirais, les usages. Et là, vous avez évoqué effectivement une problématique anxieuse, un trouble anxieux chez cette personne. Et on voit bien que la nécessité de pousser plus les doses, effectivement, chez ces patients, parce que très clairement, à partir du moment où on contrôle mieux l'anxiété, on réduit les cravings et on réduit les consommations des autres produits. Car encore une fois, il faut imaginer l'individu comme une globalité qui recherche un état d'équilibre, et à défaut de le trouver à travers un traitement qui permet de l'équilibrer, il va le faire au travers de consommations diverses et variées. On voit chez cette jeune, effectivement, très tôt du cannabis, du tabac, des opiacés, et puis après du crack. Et finalement, on a la même chose avec l'alcool. À un moment donné, effectivement, les patients font en fonction de ce qui est disponible pour pouvoir finalement essayer de s'autoréguler, et d'où l'importance aujourd'hui d'avoir une titration adaptée. Et finalement, la persistance de co-consommation doit être un symptôme, c'est-à-dire que pour nous, même si le patient ne l'exprime pas, pour nous, ça doit être un élément qui nous dit attention, il y a quelque chose sur lequel effectivement il faut travailler. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai mis que dans cette approche dimensionnelle, il y a l'existence de comportements de consommation et de consommation d'autres produits qui pour nous doit être effectivement interprété comme un équivalent de crédit. D'autres questions? Oui, je voulais juste rajouter, je suis là, au fond de la salle, par rapport à la question sur la prison, l'incarcération et le déplacement. En fait, je pense qu'il n'y a pas un déplacement du craving, parce que les patients en milieu carcéral consomment beaucoup plus de cannabis et de psychotropes. Alors, est-ce que ça ne peut pas lisser aussi un peu cette mise, je veux dire, au repos de ce fameux craving qui, on pense qu'il est au repos, mais en fait, il est compensé par autre chose? Oui, je crois que c'est tout à fait, je suis assez d'accord avec vous, et on pourrait effectivement monitorer la consommation de tabac et la consommation de benzodiazépines. C'est un élément effectivement important, et on peut effectivement l'interpréter de cette manière-là. Oui, oui, tout à fait. Et peut-être une dernière question avant d'aller manger. Vous levez la main. Non, pas. Alors, bon, moi j'aurais une question. Donc j'ai trouvé toutes les présentations très intéressantes, tous ces éléments passionnants, et j'aurais une question pour tous les orateurs d'ailleurs. Est-ce que tout ça est finalement très spécifique de l'addiction aux opiacés, de la buprenorphine et de la méthadone, ou est-ce que c'est des choses qui existent dans les autres addictions? Je pense par exemple au tabac, où on a également des médicaments très utilisés, qu'on appelle parfois aussi traitement de substitution, comme les patchs ou la varénicline. Est-ce qu'il y a dans vos différentes recherches ou vos expériences, cet élément peut s'étendre aux addictions en général, et je n'ose même pas mentionner les addictions sans substance, et en faisant court? I think with agonist therapies,
for instance, for nicotine, for opioids. We don't have those therapies for other substance use disorders at this time. I think it's easier to establish dose-response relationships and extrapolate it to the kinds of clinical presentations that we heard. I think we don't know enough yet about other disorders. There have been attempts, obviously, with agonist therapies for cocaine use disorder that have only been very mildly successful. I think with alcohol, we don't really understand that because we don't have the pharmacotherapies that are agonist-based. With antagonist therapies, I think it's much less clear, and so I think that we're on a trajectory where we can do systematic science to answer that question, whether it will be a drug-specific reduction, whether there will be substitutions or complementary use, addiction transfer, sometimes called. Do you have any thoughts about this from a clinical perspective? Non, je pense effectivement qu'on peut faire des parallèles, mais effectivement uniquement sur les addictions. On dispose de thérapeutiques effectivement qui sont sur le même modèle, donc agonistes, et avec un effet dose aussi de ces thérapeutiques. Mais par rapport à ces expressions cliniques du craving, est-ce que c'est vraiment particulier aux opiacés ou est-ce que c'est non, des choses... Au niveau de l'expression clinique du craving, c'est relativement assez établi qu'on est vraiment dans une expression très transversale intersubstance, puisqu'on va retrouver exactement les mêmes éléments pour les addictions, différentes addictions aux substances et également les addictions comportementales. Au niveau de l'expression et du lien craving-usage, on est quand même sur quelque chose de très transversal. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez, ce symposium peut vous servir très largement dans votre pratique. Je vous remercie de vous joindre à moi pour remercier les orateurs. Et donc, le déjeuner est servi au lieu habituel. Et je vous rappelle qu'on reprend donc à 14h45, pétante.